Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être présents chez Filigrane aujourd'hui pour notre habituelle rencontre du soir. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Colette Brackman, grande journaliste spécialiste de l'Afrique, pour son ouvrage consacré au docteur Mukwege. Je suis désolée, je vais juste vous prévenir qu'on va arrêter les boissons chaudes d'ici 5 minutes, sinon ça va vraiment gêner la conversation. Donc voilà. Donc un ouvrage intitulé L'homme qui répare les femmes, violences sexuelles au Congo, le combat du docteur Mukwege, publié aux éditions André Versailles. Alors le docteur Mukwege, je ne sais pas si vous le connaissez, mais voilà, c'est un grand homme. Il est médecin, il a suivi une formation gynécologique en France par la suite. Il a ouvert un hôpital à Lemera dans un premier temps, puis un autre à Panzi, où il est venu en aide à des femmes, si mes chiffres sont justes, qui sont du nombre de 40 000. La plupart, bien sûr, victimes de viols, de violences sexuelles ou de supplices que je m'épargnerai de vous dire parce que le texte le dit assez bien pour ça. Je vais vous dire quelques chiffres éclairants concernant cela. C'est les plus récents que j'ai pu trouver, donc peut-être que même Colette Brackman pourra m'aider. Mais en l'occurrence, en 2000, il avait répertorié 135 victimes de viols aggravés. Le nombre est monté jusqu'à 3600 en 2004. Donc vous imaginez en 4 ans comme ça a pu évoluer. J'ai bien peur que malheureusement ce crescendo ne s'arrête pas. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est: a priori, le docteur Mukwege est connu sur la scène internationale. Il a d'ailleurs reçu de nombreux prix récompensant son action humanitaire. Dès lors, le fait de lui consacrer un ouvrage, est-ce que votre volonté était moins de le faire connaître que d'amplifier son message, d'alerter l'opinion publique, voire peut-être d'espérer qu'enfin des mesures soient prises pour que non seulement les conséquences, mais aussi les causes des problèmes soient résolues? Oui, c'est ça. C'était pas tellement la motivation de base, c'est pas tellement de le faire connaître lui, parce qu'il était déjà connu. Mais quand l'idée est venue, c'était au lendemain du prix. Il avait reçu en Belgique le prix de la Fondation Roi Baudouin, et donc il avait reçu une très grande publicité. Et à ce moment-là, j'ai parlé un peu avec lui et lui, on était d'accord sur la motivation. Il disait ça va amplifier le message et l'interpellation, parce qu'il estimait que parallèlement à son travail de médecin strictement médical, il fallait aussi faire un plaidoyer, et c'est ce que lui faisait en allant à la tribune des Nations Unies, partout où on l'invitait, pour dire, mais ça, pour mettre la communauté internationale devant ses responsabilités, de dire c'est un scandale qui ne peut plus perdurer, il faut faire quelque chose. Et alors, lorsque nous avons parlé, il a dit ça vaut vraiment la peine de faire ce livre qui va rester, qui va circuler, pour mobiliser l'opinion, pour qu'on fasse quelque chose. C'était ça la motivation. Parce qu'en effet, la situation au Kivu est assez catastrophique. Le viol est utilisé comme une arme de guerre, voire, j'ai envie de dire, quasi comme une arme de destruction massive, parce que ces femmes ne sont pas seulement violées, leur appareil génital est détruit, dans bon nombre des cas, ou alors on leur inocule des MST, comme le sida par exemple, qui forcément les mène à la mort. Vous dites très bien qu'il y a une guerre qui est vraiment dirigée contre les femmes. Est-ce que ce n'est pas aussi une volonté quelque part d'anéantissement par la femme, dans la mesure où on l'empêche de procréer et qu'en plus on en fait des réservoirs de la mort? Oui, et puis la femme est le pilier de la société. Dans une société traditionnelle, rurale comme le Kivu, c'est la femme elle porte la famille, mais elle porte aussi le système économique. C'est la femme qui cultive les champs, qui fait vivre la famille. Et donc, en portant atteinte à la femme, à sa santé, à son intégrité, on détruit tout l'enracinement de la famille dans le village, sur les terres. Or, ces terres sont convoitées. Elles sont convoitées parce qu'elles sont riches sur le plan agricole, elles sont convoitées parce qu'elles recèlent des minerais. Et donc, en terrorisant la famille, et parce qu'on a détruit la femme, on provoque souvent l'exode de ces familles paysannes qui alors vont se réfugier dans les villes. On s'attaque aussi aux femmes en leur inoculant des maladies sexuellement transmissibles, et donc il y a là une espèce de bombe à retardement, et on détruit une société.
moi, je pense, enfin, j'interprète la pensée du docteur, on détruit aussi ces communautés sur le plan psychologique. Parce que ces viols se font souvent en public, devant le village, devant le mari, les enfants, les voisins. Et donc, la femme qui est horriblement agressée, mutilée, et le mari voit ça et il se sent totalement impuissant. Et l'homme qui a assisté à cette humiliation de sa femme est un homme détruit. Un homme détruit, c'est un homme qui ne va pas résister à l'occupation de ses terres, qui ne va plus, qui est cassé, le ressort est cassé. Donc il y a ça aussi. Et alors le docteur, c'est un peu vers la fin du livre, met l'accent sur une autre bombe à retardement qui ne suscite, à mon avis, pas assez l'intérêt des organisations humanitaires. Ce sont les milliers d'enfants nés du viol. Parce que dans une société comme le Congo, pour des raisons de religion, de culture, de tradition, l'avortement est interdit par la loi et il est impensable de le pratiquer à titre personnel. Et c'est même un sujet très délicat à aborder avec le docteur lui-même, parce que lui-même est pasteur, il est religieux et donc il n'aime pas beaucoup qu'on pose la question comme on le ferait ici. Mais il dit, il y a des milliers d'enfants qui sont nés de ces relations de viol, qui sont vivants et qui vivent avec leur mère. Et alors là, il y a un aspect qui est merveilleux, c'est que ces femmes aiment leur enfant, malgré les circonstances abominables et l'identité du père qui est celle d'un homme violent, d'un criminel ou d'une bande de gens inconnus. Les femmes aiment leur enfant et vont l'élever. Mais ces enfants partent évidemment dans la vie avec un handicap terrible. Ils ne savent pas très bien à quelle communauté ils appartiennent. Ils sont parfois d'origine rwandaise alors qu'ils vivent au Congo. Et donc, ce sont des enfants qui vont être en première ligne pour être recrutés par les bandes armées, pour devenir des enfants soldats et peut-être des tueurs ou des violeurs eux-mêmes très jeunes. Et donc là, le docteur dit c'est un sujet sensible, délicat, peu populaire et les ONG n'aiment pas beaucoup de l'aborder. Il y a beaucoup d'organisations qui sont tout à fait prêtes à aider les femmes, mais recueillir ces enfants, rassurer les études et tout ça, c'est beaucoup plus, c'est moins porteur, disons. Et or, c'est vraiment très grave et ça contribue aussi à être une bombe à retardement dans cette société. Vous le dites très bien, il y a une large part dans le roman, enfin pas dans le roman, dans l'ouvrage qui est laissée au sort des enfants. Alors il y a bien sûr les enfants nés du viol qui souvent sont ostracisés, voire abandonnés par leur mère lorsqu'elles veulent se marier ou remarier, mais aussi les enfants soldats qui, lorsqu'ils sont démobilisés, sont réinjectés dans la société, parfois de façon un peu brutale, c'est-à-dire sans prise en charge psychologique. Et je me demandais quelles mesures concrètes étaient prises par l'État, par le gouvernement, pour gérer ce phénomène. Mais la réponse est très simple. Si vous posez la question de ce que fait l'État, la réponse, c'est rien du tout. Voilà, il n'y a pas de moyens, il y a d'autres urgences. Il faut je suis optimiste quand je dis ça, terminer la guerre, essayer de réduire tous ces groupes armés, tous ces groupes rebelles. Et donc, tout est focalisé là-dessus. Et les autorités n'ont pas les moyens pour l'instant de faire une aide psychologique. Et donc tout ça est abandonné à la bonne volonté, à l'initiative d'ONG, de groupes de défenseurs des droits de l'homme. Mais ce cas des enfants soldats, là aussi, on constate une certaine frilosité. C'est que l'aide internationale, évidemment, elle vient volontairement par définition, donc elle va où elle veut. Et ben oui, et donc les cas qui suscitent la compassion, la solidarité, ce sont les cas des femmes. Pour les femmes, on trouve beaucoup de moyens. Mais pour s'occuper de garçons de 10 ans, 12 ans, qui ont été dans les groupes armés, qui ont été dans la violence, qui ont tué, et qu'il s'agit de réinsérer, de ramener au village, etc. Là, je connais plusieurs personnes, enfin plusieurs Congolais qui ont pris des initiatives, des associations et tout ça. Et quand on vient en Europe et qu'on essaie de présenter ces cas, on ne trouve pas de financement, même officiellement, enfin à la coopération belge, à la DGCD. On vous dit que non, que c'est pas porteur, et non, on trouve pas de. Wow. Ces enfants-là, c'est très difficile de trouver des soutiens. Vous voyez, c'est parce que
Et là, évidemment, il faudrait se retourner vers l'État. Un État doit s'occuper de tout le monde. Mais pour l'instant, l'État congolais n'en a pas encore la volonté ou les moyens. D'accord. Vous débutez aussi l'ouvrage par ce que j'appellerais, mais de façon absolument impropre, une scène très forte. Vous racontez l'histoire d'une petite fille de 3 ans qui a été recueillie par le docteur après que son sexe a été tailladé. Elle a 3 ans, je vous le rappelle. Et donc, ça s'est passé en 2012 dans un petit village à 3 km d'une localité abritant des casques bleus. Alors, il est vrai qu'ils ont un rôle d'observateur, mais il est vrai aussi qu'ils doivent protéger les civils. Je me demandais quel était leur rôle et à quoi ils servent s'ils ne sont pas en mesure d'interagir dans ces cas-là. Mais il faut revenir, malheureusement, à l'intitulé de leur mission, qui est une mission de, entre guillemets, je mets d'énormes guillemets, de maintien de la paix. Donc, le présupposé, c'est que la paix existe, qui est évidemment faux. C'est première chose. Donc, que la paix existe et qu'on doit aider à ce qu'elle se maintienne. Mais c'est tout à fait inexact. La paix n'existe pas. Il y a des groupes armés, il y a des attaques. Et ce n'est pas une mission en jargon onusien d'imposition de la paix. Si le terme de la mission était imposition de la paix, la mission aurait ce qu'on appelle, toujours en jargon onusien, un mandat plus robuste. Et donc les soldats, en termes clairs, ça veut dire ils pourraient se battre et imposer la paix par la force des armes, c'est-à-dire attaquer les agresseurs, attaquer ces groupes armés, les désarmer, enfin, voilà. Mais le mandat ne dit pas ça. Il faut maintenir une paix qui est tout à fait illusoire, en tout cas au Kivu, elle n'existe pas. Et donc, il se retranche derrière ce mandat minimaliste pour ne pas s'engager, disons, activement. Et les témoignages qui sont extrêmement nombreux sont hélas toujours les mêmes. Les attaques ont lieu, elles ont lieu de nuit dans les villages. Quelqu'un essaye de s'échapper, arrive jusqu'au premier poste de casque bleu à quelques kilomètres de là. Il prévient, il dit voilà, notre village est attaqué. Et les casques bleus disent oui, attendez, on va arriver. On est la nuit. Il faut attendre le matin, le milieu de la journée suivante, pour qu'en voiture, des gens se déplacent. Ils arrivent, ils prennent des photos, ils prennent les identités des victimes, ils font une enquête sur qui seraient les agresseurs possibles. Ils font un communiqué de presse qu'ils envoient à l'ONU et un rapport qu'ils envoient à New York. Voilà, ça c'est le rôle des casques bleus. Mais il n'y en a aucun qui sort à toute vitesse dans la minute avec une voiture blindée, des armes, pour courir derrière les agresseurs et les arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Et lorsque, ça je me souviens parce que j'étais dans la région à ce moment-là, il y a eu un massacre à Kiwanja, je pense que c'était en 2009, dans le Nord Kivu. Les villageois de Kiwanja qui étaient agressés durant la nuit se sont précipités vers une très grande base de l'ONU, très protégée, avec des barbelés, etc., pour demander qu'on ouvre les portes de cette base de l'ONU, qu'on écarte les barbelés, qu'on laisse entrer les gens pour qu'au moins ils soient à l'abri. Et ils ont dit non, on n'a pas l'autorisation de faire entrer des étrangers dans la base. Et alors, un dernier exemple concret et qui va vous parler, c'est le cas du docteur Mukwege lui-même. Le docteur Mukwege, donc on termine ce livre, on le présente en Belgique le 22 octobre et le 25, il rentre à Bukavu et le 23 ou le 24, il rentre à Bukavu. Le 25, il arrive dans son hôpital, il passe la journée dans son hôpital. Le soir, il rentre chez lui. 5 hommes armés l'attendent à son domicile pour le descendre. Et ces hommes armés tiennent en joue ses enfants, puis ils disent aux enfants, vous allez ouvrir la porte. Et puis, les filles ouvrent la porte. Les hommes tuent la sentinelle du docteur. Lui-même se jette au sol. Et il le vise, il tire. Et je ne comprends toujours pas comment... C'est un vrai miracle. Il n'est pas touché. Et la voiture part, le docteur est indemne. Et les agresseurs partent. Voilà. Et tout de suite après, il téléphone en Belgique. Et on essaie de prévenir la mission de l'ONU, la MONUSCO, qui est à peu près à 500 mètres de la maison. Et il appelle Louis Michel, ici, à Bruxelles, en disant
voilà ce qui s'est passé, j'ai été agressée. Enfin, c'est évidemment un traumatisme terrible. Et Louis Michel, évidemment, dit, mais on va vous envoyer une protection tout de suite. Et Louis Michel téléphone, Louis Michel de Bruxelles téléphone à New York, à Kinshasa, à Bukavu, et partout la réponse est: est-ce que ce monsieur-là dont vous me parlez, est-ce que c'est un expatrié? Non, c'est un Congolais. Un Congolais? Ah, mais alors c'est la police locale qui doit intervenir, nous on ne peut rien faire. Et ça, c'est le cas d'un homme hyper connu qui, 8 jours avant, parlait à l'Assemblée générale des Nations unies et pour lequel on n'a pas bougé. Alors, ce que dit le docteur, il dit, vous imaginez que pour moi, il parlait à l'Assemblée générale, il parlait avec Ban Ki-moon 8 jours avant, on n'a pas bougé. Alors il dit, vous pensez bien que si, même pour moi, on n'a pas bougé, les femmes qui sont au fin fond du Kivu, dans les brousses, etc., a fortiori, personne ne va jamais lever le petit doigt pour aller les aider. C'est bien la preuve. D'autant plus que j'ai l'impression qu'un des problèmes majeurs qui se pose aussi, c'est qu'il y a une réelle impunité qui est assurée pour les violeurs. D'autant plus que l'armée est en partie intégrée dans un criminel de guerre, de génocidaire. Donc, finalement, cette impunité, c'est l'un des premiers fléaux qui empêche les choses d'aller mieux. Oui, c'est un peu ce qu'on dit dans le livre, c'est que, si vous voulez, le viol s'est répandu au Congo dans la foulée, si j'ose dire, dans les suites du génocide au Rwanda en 94, où il y avait des gens qui ont commis le génocide, qui se sont réfugiés au Kivu et qui ont commencé à utiliser le viol comme arme de guerre ou de soumission des populations. Mais il y a eu l'impunité date de cette époque-là. Et personne n'a jamais été condamné. Et après, à cause de cette impunité, moi, je pense que la pratique du viol s'est répandue comme une épidémie. Aujourd'hui, il serait faux de dire que c'est commis uniquement par des Rwandais, des Hutus, des gens qui viennent du pays voisin. Ce n'est pas vrai. Il y a des Congolais, des groupes armés congolais qui le font, des soldats gouvernementaux congolais qui pratiquent le viol également, et même des civils congolais qui le font. Donc c'est comme une mauvaise habitude, si vous voulez, qui n'était pas du tout dans les traditions de la population, mais qui s'est répandue comme une épidémie à cause de l'impunité. Parce que tout le monde savait qu'on pouvait faire cela et qu'on n'était pas traîné devant les tribunaux, que la justice était extrêmement faible ou corrompue ou impuissante. Et une année, j'avais fait un reportage il y a déjà 5 ans sur le fonctionnement des tribunaux. Et alors on m'a expliqué qu'ils étaient totalement insuffisants et que souvent les gens recouraient aussi à la justice traditionnelle, à des transactions. Ok, ça peut peut-être régler le conflit, mais pour les femmes, ça n'amenait rien du tout. Parce que des cas qu'on me citait, c'est par exemple la justice traditionnelle examine la situation d'une jeune fille qui a été violée par un jeune homme armé, mais du village voisin, et la transaction aboutit à ce que la fille épouse son violeur. Voilà. Et les deux familles disent, bon, voilà, pour nous, le problème est réglé. Mais la jeune fille, évidemment, c'est horrible. Ou bien, autre cas de transaction, la famille du garçon offre 2 chèvres à la famille de la fille. Et la question est réglée. Mais évidemment, pour la fille, rien n'est réglé du tout. C'est même pire, quoi. Oui. Vous rejoignez exactement l'une des questions que je voulais vous poser, savoir déjà que le titre est extrêmement juste. L'homme qui répare les femmes, c'est exactement ça. Le docteur Mukwege, il ramasse des femmes qui sont en miettes et il les soigne. Et le fait de dire réparer, ça prouve aussi que tout n'est pas cassé, qu'il y a de l'espoir. Mais ça, c'est l'initiative d'un homme. Je me demandais, est-ce que l'État, lui, fait pour ces femmes? Quelle réparation il lui propose? Il n'y a pas... Il n'y a pas d'indemnité. Et donc, le docteur, il y a des Congolais qui étaient fâchés, dans une petite parenthèse, sur le titre du livre, qui n'aimait pas ce mot réparer. Il disait, mais ce n'est pas des machines, ce n'est pas des voitures. Moi, je voulais dire, c'était un mot un peu fort pour dire qu'il reconstitue les femmes sur le plan physique, mais aussi dans son hôpital. Mais il n'est pas le seul à faire ça. Il y a d'autres institutions qui font ça aussi, à Goma, Heal of Africa. Enfin, il y en a d'autres.
d'autres, on essaie de prendre en charge la femme dans sa totalité, donc de la soigner sur le plan physique, de réparer les blessures et tout ça, mais aussi il y a une écoute psychologique. Le docteur, avec les moyens qu'il a obtenus en Europe, avec des fonds privés, hein, avec la Fondation Rabaudouin, ou les prix qu'il a obtenus, il ouvre des centres d'assistance psychologique, et il ouvre aussi maintenant des cliniques de consultation juridique, où dans ces petites cliniques, il y a une jeune femme juriste qui écoute les témoignages des femmes, qui prend note, qui donne des conseils et qui essaye, c'est très modeste et c'est fait individuellement, c'est pas l'État, mais de constituer un dossier et pour le jour où une réparation, une indemnité sera envisageable, que déjà le dossier existe. Et alors, à côté de ça, il y a aussi des petites unités d'aide économique où une femme qui a été blessée et puis soignée veut redémarrer dans la vie, ce qui est le cas de la plupart, d'ailleurs, de ces femmes qui sont extrêmement courageuses, pour leur donner un microcrédit, un petit crédit, pour qu'elles puissent se lancer dans un commerce ou retourner chez elles. Enfin, pour qu'il y ait une aide économique. Donc c'est une espèce une réhabilitation globale qu'il essaie d'entreprendre. Mais tout ça, lui, Heal of Africa, le centre Olamé, je pourrais en citer beaucoup, ce sont toujours des initiatives privées qui dépendent donc de la bonne volonté, de la générosité individuelle des donateurs. Et c'est pour ça qu'il y a des pans des groupes de victimes qui sont négligés, comme je l'ai dit, les enfants nés du viol, parce que là, les donateurs n'aiment pas trop s'impliquer, quoi. Voilà. Et vous parliez très justement du fait que ce sont des initiatives privées et qu'on leur donne justement des microcrédits, enfin les moyens de s'en sortir, j'ai l'impression que ce qui est aussi au cœur de cet ouvrage, c'est l'idée de la transmission. Déjà parce que son savoir, il l'a communiqué à d'autres, à des infirmiers, à des infirmières, pour former des unités mobiles, capables donc de venir en aide à encore plus de personnes. Mais cette transmission, elle se fait aussi au niveau des femmes, c'est-à-dire qu'on leur donne les moyens de se prendre en charge dans la vie. Elles apprennent à lire, à écrire, à avoir un métier, quelquefois aussi du leadership, puisque suite à l'initiative d'Eve Ensler, il y a une espèce de petite unité qui s'est créée. Et puis vous, maintenant, vous êtes aussi la transmettrice, je ne sais pas si c'est ainsi qu'on dit, de son message. Est-ce que pour vous, c'est vraiment ça, l'idée de l'aller mieux ensemble? C'est le fait de la transmission. Mais oui, c'est de faire connaître les choses et de ne pas avoir un message uniquement négatif, quoi. De dire que sur place, les gens aussi prennent des initiatives et font quelque chose, et que ces femmes, ces populations ne sont pas que des victimes, elles sont aussi acteurs et elles font vraiment preuve d'un courage extraordinaire. Et il y a des acteurs sur place, enfin, quelqu'un comme j'en parle dans le livre, Mouna, qui est un monsieur d'une quarantaine d'années, mais qui était militant d'Amnesty local, hein, militant des droits de l'homme, militant d'Amnesty, et qui a pris l'initiative, lui personnellement, non seulement d'ouvrir un centre pour les enfants soldats, mais d'aller les chercher. Et donc aujourd'hui, et donc ils travaillent en très grande harmonie avec Mukwege, ils se connaissent, ce sont des amis, ils ne travaillent pas dans le même secteur, mais ils collaborent. Et quand lui, Mouna, il va chercher des jeunes filles en forêt. Donc il prend des risques extraordinaires, lui et d'autres Congolais. Si vous voulez, les Nations Unies identifient un groupe armé. Ils font un rapport, ce qu'ils font très bien. Ils font un rapport et puis ils appellent des Congolais, des locaux qui n'ont pas du tout, qui ont une vieille voiture, une vieille Jeep un peu cassée, pourrie, mais avec ça, les Congolais se mobilisent et ils vont chercher ces enfants ou ces jeunes filles qui sont des esclaves sexuels, qui sont détenus par les groupes armés. Ils les ramènent à Bukavu et alors, comme ils collaborent très bien avec le docteur Mukwege, la première chose, c'est que ces jeunes filles sont admises à l'hôpital de Panzi, où elles subissent tous les examens, les traitements éventuels. Et alors après, Mouna ou d'autres, mais toujours des associations congolaises, récupèrent ces jeunes et essayent de faire un travail pour les réinsérer dans la société.
Et donc la transmission, c'est ça. C'est aussi que de dire que les Congolais eux-mêmes, des individus, font le travail. Tout ne vient pas des Blancs, entre guillemets, ou de la communauté internationale. Ça vient aussi de la base où des gens font quelque chose. En parlant d'initiatives où les gens font quelque chose, et en l'occurrence des Congolais eux-mêmes, j'ai lu dans l'ouvrage que, en l'absence d'une armée capable de protéger les civils, puisque effectivement il y a encore des éléments un petit peu limites à l'intérieur, il y a des défenses locales qui se mettent en place, c'est-à-dire des hommes qui s'arment pour pouvoir protéger les villages, a fortiori les femmes. Est-ce que vous pensez que ces défenses locales sont à même justement de gérer cette défense? Ça, c'était une idée du docteur, vu l'incapacité des Nations Unies, l'inefficience de l'armée gouvernementale qui est infiltrée par d'anciens groupes armés, donc qui ne sont pas fiables. Et lui, c'est une idée qu'il lançait, c'est que les communautés s'auto-organisent pour se défendre. Personnellement, enfin là, j'ai rapporté son idée, mais je trouve que c'est très dangereux parce que entre une défense locale et un nouveau groupe armé, la frontière est vraiment étroite, quoi. Et je pense que dans le pays voisin, au Rwanda, c'est peut-être à ça qu'il faisait allusion. Il y a ce qu'on appelle des local defense, qui sont des gens armés, mais qui font des patrouilles par commune, par colline, et qui font des patrouilles le soir, qui repèrent les mouvements suspects ou les infiltrations. Mais ces groupes de local defense dépendent étroitement des autorités locales. Elles sont sous le regard du gouvernement, des autorités. Et donc, moi, je crois que je ne suis pas contre ces groupes de défense locale, mais elles doivent vraiment agir en symbiose ou en accord avec le pouvoir politique. Et au Congo, il y a quand même eu des élections. Enfin, il n'y a pas encore eu d'élections locales. Enfin, les institutions sont en train de se reconstruire. Et donc, ces groupes de défense locale doivent travailler avec les institutions, parce que sinon, c'est très dangereux. On risque de créer d'autres groupes armés qui vont pas seulement faire la défense eux-mêmes, demain, ils feront la justice eux-mêmes. Et là, la porte est ouverte à tous les abus. Donc là, c'est une idée à manier avec prudence. J'ai une dernière question avant d'offrir la parole aux personnes qui sont dans le public. On l'a très bien compris, le texte est avant tout un témoignage. C'est un cri qui est lancé pour éviter de hurler. Enfin, l'introduction est témoigner pour éviter de hurler, ce qui est très très juste. Et je me demandais si, puisque ces femmes sont généralement obligées de se taire par leur milieu ou alors ne se permettent pas une parole parce qu'elles ont honte, est-ce que dès le moment où le docteur Mukwege devient dépositaire de leur histoire, devient dépositaire de leurs paroles, est-ce qu'elles en sont libérées aussi ? Du fait qu'elles sont du coup libérées de la peur et du coup libérées de la honte. Est-ce que le fait de propager ce message, enfin de l'amplifier, ça leur permet à elles aussi de devenir plus fortes ? Je ne sais pas très bien. Elles sont soulagées parce qu'elles ont livré leur histoire. Elles ont raconté leur histoire et parfois c'est longtemps après, parfois c'est 6 mois après, c'est 1 an après qu'elles peuvent enfin parler. Et donc ça les soulage. Mais en général, ces femmes font preuve d'une grande résilience, si vous voulez. Si elles sont physiquement guéries et si on les aide un peu, leur seul souhait, c'est pas de raconter leur malheur à tous ceux qui passent et à tous les visiteurs, pas du tout. C'est de repartir, de rentrer au village, de recommencer leur vie. C'est ça leur souhait. C'est pas du tout, comment dire, je les admire pour ça. Au Congo, les gens ne sont jamais victimes à vie, quoi. Ils vont jamais devenir une victime pendant 10 ans qui racontera éternellement son histoire. C'est pas ça leur rôle dans la vie. Elles veulent redémarrer et recommencer à cultiver, commercer, vivre avec un homme. Enfin, la vie continue. Oui. Et c'est ça que je trouve, c'est ce dynamisme de cette société qui fait que, je reviens un peu à ce qu'on disait au début, cette entreprise de destruction massive via la destruction des femmes n'a pas réussi, parce que même les femmes blessées et victimes, beaucoup d'entre elles ont redémarré. Et les autres se sont mobilisées, elles sont fortes, et donc cette société n'est pas brisée. On a essayé, mais elle n'est pas brisée. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir écrit ce livre. Merci d'avoir alerté des personnes comme moi de ce qui se passe là-bas. Et puis, bon vent. Merci aussi. Merci à vous.